Business Now TV Show, c'est parti, on est de retour. Le programme qui nous permet de rebondir. Alors, d'abord, un mot sur ce nouveau format. On a clairement deux volontés. D'abord, une volonté de témoignage. Solliciter, faire témoigner les acteurs du business, de l'économie, de l'industrie. Et là, pour le coup, ça explose avec tout ce qu'on est en train de traverser ensemble. Une volonté de témoigner, d'échanger sur ces sujets d'entreprise. Deuxièmement, une volonté d'animation de nos contenus. On intègre désormais des éléments de data visualization, de motion design et de storytelling et de délinéarisation totale de l'ensemble de nos contenus sur les social media. Donc sur la forme, le Business Now TV Show sera désormais en full motion design, une transformation qui nécessite évidemment un profond travail éditorial, ce qui nous oblige à être plus synthétique dans la forme, comme dans le fond, à transformer des discours de plusieurs minutes en prise de parole de quelques dizaines de secondes, en veillant à chaque fois à délivrer un message le plus impactant possible. Maintenant sur le fond, on va être sur quelque chose d'un peu plus spécialisé. Un média sur le business, sur l'industrie et la création de richesses, sur les mécaniques d'entreprise, sur les nouveaux business models, sur la tech et le digital, et qui s'adresse aux décideurs du secteur du public et du privé, aux galaxies de PME et aux entrepreneurs qui nous entourent et qui ont des envies et des objectifs de croissance. On fera aussi un peu de rattrapage et d'analyse de l'actualité économique internationale avec des interviews exclusives de dirigeants, d'entrepreneurs, de politiques, d'experts, d'économistes et autres acteurs du monde du business. On commence avec une session de rattrapage de l'actualité, évidemment, avec tout ce qu'on est en train de vivre actuellement autour de la transition énergétique, alimentaire et les enjeux de la transformation numérique. Voilà un peu le sommaire, c'est parti, c'est le Business Now TV Show. C'est parti, nous voilà lancés dans le premier épisode tant attendu de Now on Top Stories. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Wahba Zneber, Managing Director chez Care Maroc. Wahba Zneber, merci d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous aujourd'hui de façon virtuelle sur le Business Now TV Show. La problématique de l'énergie est au cœur des préoccupations mondiales. Dans un contexte d'urgence climatique, le Maroc a pris des mesures concrètes pour amorcer sa transition énergétique. Alors évidemment, contribuons à la promotion des énergies renouvelables. Care Maroc s'est associé à Safran Nacelle Morocco pour la mise en place et la gestion d'une centrale photovoltaïque. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce partenariat ? C'est très important. Quels ont été les moteurs qui ont conduit à cette association ? Avant de répondre à la question, je me permets de présenter Care Maroc. En vous présentant Care Maroc et sa stratégie, vous comprendrez pourquoi nous nous sommes associés à Safran Nacelle Morocco. Care Maroc est un producteur d'électricité verte avec une expertise basée sur le succès de projets développés depuis plus de 30 ans. Grâce à un modèle flexible et innovant, nous concrétisons rapidement des projets. Le groupe Care poursuit son développement global, raisonné et multilocal à travers le monde. Cette approche souple nous a permis d'atteindre la mise en service de 1 gigawatt d'actifs en 2022. Care Maroc a démarré le développement de projets éoliens dans le nord du Maroc depuis 2011. En parallèle, nous avons développé des projets solaires et dès la sortie du décret fin d'année 2015, qui promettait l'ouverture de la moyenne tension un an après, nous avons accéléré le développement de ces projets solaires. Mais comme début 2017, le zoning solaire et les enveloppes n'avaient pas encore été publiés, nous avons décidé, en attendant l'ouverture de la moyenne tension, d'accompagner des entreprises au Maroc dans leur transition énergétique. C'est ainsi que nous nous sommes inscrits dans le cadre réglementaire de l'autoproduction afin d'accompagner les industriels pour avoir des projets solaires autorisés par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes associés à Safran Nacelle Morocco. Cet accompagnement que nous avons pu offrir à Safran Nacelle Morocco, mais également à Nexans Maroc et à Nestlé Maroc,
a permis d'asseoir la crédibilité de Caire Maroc et a permis de démontrer les standards de Caire Maroc et la manière dont nous travaillons. Avec ces références locales, Caire devient un acteur de référence dans l'autoproduction et ambitionne de faire partie des plus grands producteurs privés d'électricité au Maroc. Maintenant que les enveloppes et le zoning solaire ont été promulgués, Caire Maroc va proposer très prochainement de l'électricité solaire à l'ensemble des industriels connectés en moyenne tension qui pourront couvrir plus de 50% de leurs besoins électriques. Excellent, excellent. Wahbaz Neber. Caire Maroc prend des initiatives audacieuses dans le domaine des ENR et de l'autoproduction d'électricité, ce qui positionne clairement le Maroc comme un acteur incontournable dans le secteur. Mais pour mieux comprendre les caractéristiques de ce modèle marocain de plus en plus tourné vers le solaire et l'éolien, pourriez-vous nous parler des principaux enjeux des énergies renouvelables pour l'économie nationale? Comment cela s'inscrit dans la transition énergétique globale du pays? Le Maroc jouit d'un gisement solaire considérable avec plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, mais aussi d'un gisement éolien de qualité, avec des régions dépassant 10 mètres par seconde de vitesse annuelle moyenne du vent, notamment dans la zone nord et la bande côtière allant de Tarfaya jusqu'à La Gouira. C'est donc évident que le modèle marocain tente de plus en plus vers le solaire et l'éolien. Les enjeux des énergies renouvelables pour l'économie nationale sont très importants. D'une part, il y a la taxe carbone qui approche à grands pas. Début 2026, l'ensemble des industriels qui exportent vers l'Europe se verront taxés sur la base de leur bilan carbone et cela jouera sur leur compétitivité. C'est donc crucial pour eux de décarboner au plus vite. D'autre part, grâce à ses ressources éoliennes et solaires exceptionnelles et à son positionnement stratégique, le Royaume est dans une situation idéale pour faire des énergies renouvelables un puissant moteur économique du pays et ainsi attirer des entreprises étrangères pour s'installer au Maroc en sécurisant leur accès à une électricité verte compétitive. Pour cela, des efforts ont été déployés par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable pour réformer le cadre légal relatif aux énergies renouvelables. Ce nouveau cadre réglementaire va permettre de renforcer la transparence et faciliter l'accès aux informations relatives aux opportunités d'investissement, tout en simplifiant les procédures d'autorisation. Elle va permettre également de renforcer le tissu entrepreneurial national dans ces domaines et enfin de préserver la sécurité et renforcer la fiabilité et la flexibilité du système électrique national. En parallèle à cela, le Maroc est en train de développer tout un écosystème industriel associé aux énergies renouvelables, avec notamment la fabrication de composants nécessaires à l'exploitation de l'énergie solaire et éolienne. En tant que producteur d'électricité verte au Maroc implanté depuis plus de 10 ans, nous avons hâte que ce nouveau cadre réglementaire rentre en vigueur avec l'application de ces décrets afin de pouvoir réaliser l'ensemble de nos projets en cours de développement et participer plus activement à la transition énergétique du pays. Vous avez brillamment mis en avant les atouts considérables du Maroc en matière d'ENR et l'importance de leur développement pour l'économie nationale. Avec ces bases solides, comment le pays peut-il notamment accélérer son avancée vers l'exportation d'hydrogène vert vers l'Europe? Il faut que le Maroc mette en place une réglementation environnementale et fasse évoluer ses infrastructures électriques pour permettre la mise en place d'électrolyseurs de très grande taille en zone portuaire. Le pays doit également favoriser un mix renouvelable équilibré afin d'améliorer le facteur de charge et donc la rentabilité de ses installations. La feuille de route envisage à court terme 2020-2030 l'utilisation locale de l'hydrogène vert comme matière première dans l'industrie et l'exportation de produits issus de l'hydrogène vert. À moyen terme, 2030-2040, la feuille de route envisage la réduction des coûts des produits de l'hydrogène vert et la mise en place d'une réglementation environnementale qui permettra de développer des premiers projets économiquement viables. Merci Wahbaz Neber d'avoir accepté notre invitation. Après vos éclairages sur les efforts nécessaires pour développer l'hydrogène vert au Maroc et les étapes à franchir pour atteindre les objectifs de la feuille de route, nous poursuivons notre exploration de ce sujet avec notre prochain invité, Sana Hishami, Senior Investment Promotion Advisor, Power Africa SAG au Tony Blair Institute. Elle va nous plonger dans les initiatives prises par le gouvernement marocain concernant les ENR, notamment les projets d'énergie éolienne, aérienne et d'hydrogène. La question qui se pose maintenant est, le Maroc a-t-il réellement le potentiel de devenir un hub africain des ENR? C'est avec Sana Hishami que nous allons explorer cette perspective prometteuse. Alors,
Lors d'un passage à la Chambre des représentants, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a souligné que les provinces du Sud concentrent un tiers des investissements dans les énergies renouvelables au Maroc. Quelle est votre perception, Sana Hichami, globalement des initiatives prises par le gouvernement marocain, notamment les projets d'énergie éolienne et d'hydrogène? Selon vous, le Maroc peut-il devenir un hub africain des énergies renouvelables? Absolument, j'ai en effet suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt la présentation de son Excellence Madame la Ministre de la Transition énergétique à la Chambre des représentants. Et oui, il est évidemment indéniable que le sud du Maroc a démontré une réussite exceptionnelle. Alors non seulement en attirant des investissements massifs dans les énergies renouvelables au début, mais aussi avec un recul suffisant, puisqu'il s'est passé presque 10 ans aujourd'hui à partir de l'installation des premières turbines dans le cadre de la loi 1309, cette région a aussi démontré la rentabilité de ses investissements. Elle a démontré sa capacité à passer aujourd'hui à un niveau supérieur pour tirer le maximum de son potentiel de compétitivité et pour être un véritable levier qui accompagne la vision souveraine de développement des énergies renouvelables. Alors, je pense que pour cette réussite, il faut consacrer quand même un petit moment et analyser les principaux leviers ou les principales raisons de ce succès, parce que c'est un cas très intéressant qui démontre en effet que l'identification intelligente des opportunités viables financièrement est parmi les principaux facteurs dans la réussite ou bien dans la réussite d'un processus de mobilisation de capital. Alors, quand on sait que la région a le facteur de chargement éolien le deuxième plus élevé au monde, après le désert de Sina en Égypte, quand on sait que des régions comme Middle ou Tata ont des taux de radiation solaire très attractifs au niveau international, et quand on rajoute à ça le potentiel maritime du Maroc qui donne de belles potentialités en termes de dessalement d'eau, quand on réunit tous ces éléments-là, on voit d'abord pourquoi le Maroc présente un important potentiel d'hydrogène vert, puisque toutes ces ressources sont utilisées pour la production de l'hydrogène vert. Et c'est un vecteur de transition énergétique aujourd'hui qu'on ne peut pas écarter sur la table quand on parle de transition verte. Mais aussi, on comprend pourquoi de plus en plus d'investisseurs expriment leur intérêt pour développer des projets de grande échelle, que ce soit pour l'hydrogène ou pour l'éolien. Alors, grande échelle, je dis bien grande échelle parce qu'il y a un autre avantage que cette région offre, c'est l'accès facile à des terrains spacieux et donc un coût réduit pour la préparation du sol d'un point de vue génie civil. Donc, on voit combien d'avantages aujourd'hui procure cette région par sa disposition naturelle. On a déjà balayé un certain nombre d'avantages qui sont offerts rien que par la disposition naturelle de la région. Et on sait tous qu'il n'y a pas plus convaincant face à un investisseur international pour l'attirer à une région que de lui offrir des possibilités d'optimisation de business model et d'augmentation de sa compétitivité de coûts, chose qui est déjà offerte plutôt par la disposition naturelle de la région, qui permet une exploitation excellente des ressources naturelles comme les facteurs de chargement sont élevés, qui permet des réductions de coûts de construction et des coûts au fait de préparation de sol. Donc déjà, la région est elle-même bien disposée. Maintenant, à côté de tout ça, il y a toutes les initiatives gouvernementales qui commencent par la loi 1309, par les stratégies qui ont été implémentées il y a 10 ans, mais il y a aussi une accélération très notable dernièrement dans les initiatives gouvernementales qui sont vouées à catalyser les investissements dans les énergies renouvelables dans la région précisément. Il y a la nouvelle loi sur la charte des investissements. Il y a le grand potentiel et les possibilités de la nouvelle loi de finances pour soutenir l'investissement, surtout les investissements à caractère stratégique et les investissements dans les énergies renouvelables notamment. Il faut aussi rappeler que la Commission des secteurs productifs de la Chambre des conseillers a approuvé 2 projets de loi très importants concernant l'autoproduction d'énergie électrique et les énergies renouvelables qui vont débloquer un certain nombre d'opportunités de décarbonation industrielle. Et je pense que tout cet arsenal réglementaire, il viendra en plus
valoriser ce potentiel naturel et permettra au Maroc de passer à un autre niveau de compétitivité. Maintenant, je pense que la question du positionnement comme hub africain des énergies renouvelables est naturellement et logiquement adressée par l'analyse que je viens de faire, surtout si l'on rajoute le positionnement géostratégique du Maroc, si l'on rajoute aussi le fait que les provinces du Sud sont une liaison géographique et peuvent être une liaison commerciale efficace et très stratégique au futur pour lier l'Afrique à l'Europe, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan agricole, si l'on prend en considération le potentiel agricole du Sahel, qui offre d'ailleurs, entre parenthèses, de bonnes possibilités d'usage pour des projets de dessalement, mais aussi pour le début d'une industrialisation décarbonée de l'Afrique. La question du Maroc comme hub africain des énergies renouvelables est donc naturelle à la lumière de tous ces éléments et le positionnement géostratégique du pays ainsi que ses liaisons géographiques avec l'Afrique et l'Europe contribuent à renforcer évidemment cette vision prometteuse. Maintenant, nous nous intéressons aux défis spécifiques liés à l'industrie de l'hydrogène vert. Quels investissements seront nécessaires pour bâtir une filière solide de production, de stockage et de distribution d'hydrogène vert? Et comment le Maroc peut-il tirer parti de ces opportunités pour garantir une transition énergétique durable et réussie? Sana Hichami. Tout à fait, j'ai bien suivi cette initiative entre le Maroc et la Belgique pour approfondir et examiner les possibilités de coopération autour de l'hydrogène vert. Et d'ailleurs, il y a un momentum excellent aujourd'hui autour de l'hydrogène vert au Maroc. Maintenant, il y a quelques défis pour pouvoir atteindre le plein potentiel. Moi, ces défis, je les catégorise en deux principales familles de défis. La première famille de défis, c'est des défis géostratégiques ou géopolitiques qui sont causés par la situation aujourd'hui, la conjoncture mondiale, et qui se répercutent directement ou indirectement sur le positionnement du Maroc sur les énergies renouvelables. Le deuxième type de défis, c'est des défis qui sont communs à tous les pays. C'est des défis de bancabilité inhérents à une nouvelle technologie qui est en cours d'inception et qui aura besoin d'un coup de pouce de l'État, d'une intervention du gouvernement pour pouvoir atteindre un certain niveau de bancabilité et pour pouvoir attirer les investisseurs internationaux. Donc si on parle de la situation géopolitique aujourd'hui, on sait tous que les investisseurs ou une grande partie des investisseurs dans ce domaine des énergies renouvelables sont les grandes compagnies pétrolières qui ont opéré leur transition énergétique par l'investissement dans la recherche et développement et aussi par l'acquisition de start-up vertes. Maintenant, suite à cette urgence d'approvisionnement énergétique qui a été provoquée par la guerre, ils ont relégué cette activité d'investissement au deuxième rang et ont priorisé bien évidemment l'approvisionnement, l'urgence de l'approvisionnement. Aujourd'hui, les investissements en énergie verte par ces compagnies pétrolières sont vus comme étant des investissements de futur. Cela donc met à mal le flux d'investissement et ça met une pression sur la bancabilité des projets. Seuls les projets les plus intéressants, les plus bancables, les plus attrayants, dans les localités les plus attrayantes, sont sélectionnés par ces investisseurs. Donc ça, c'est une première partie justement de ces défis géopolitiques qui se répercutent qui mettent une pression sur le flux d'investissement ou sur l'opportunité que le Maroc peut saisir. Il y a aussi le fait que ces compagnies ont déjà investi dans des pays africains qui ont de grandes ressources pétrolières et gazières. Et face à l'urgence d'approvisionnement de gaz dans la région européenne comme dans d'autres régions, ces compagnies sont en train d'encourager des pays africains qui disposent de ressources gazières à accélérer leur transition énergétique. Pourquoi ? Parce que si ces pays réussissent à s'auto-suffire ou s'auto-approvisionner par de l'énergie verte, ils vont exporter leur excédent gazier à l'Europe, ce qui va permettre à l'Europe de compenser ou de combler les besoins en termes d'importation de gaz. Cela met un petit peu à mal le Maroc, étant donné que c'est un pays qui ne dispose pas
à côté d'un certain nombre de pays africains des mêmes ressources pétrolières et gazières. Maintenant, il dispose d'un autre type d'avantage qui compense un petit peu cette contrainte, qui est, puisque justement le paradigme de la compétitivité a été changé par ces énergies nouvelles. Pour le pétrole, le coût d'acheminement, le coût d'extraction, les réserves ont été des principaux critères de compétitivité. Pour les énergies renouvelables aujourd'hui, c'est plus la proximité géographique, c'est plus l'investissement en infrastructure. Et ces deux critères mettent le Maroc dans une position extrêmement intéressante. Maintenant, si on passe au volet, ou plutôt si on passe à la bancabilité, au volet de bancabilité, le business model de l'hydrogène vert repose sur un certain nombre de leviers de bancabilité. Le premier levier, c'est l'innovation technologique. Plus un processus industriel permet une consommation optimale des facteurs de production, plus il devient intéressant et il permet au business model de devenir viable financièrement. Donc plus la technologie est innovante dans ce domaine, plus elle va optimiser, elle va viabiliser le business model de l'hydrogène vert. Donc le financement de l'innovation technologique est une clé intéressante pour pouvoir agir sur ce levier. Un deuxième levier est l'infrastructure. Aujourd'hui, le Maroc a tous les critères pour pouvoir se positionner comme étant un exportateur de l'hydrogène vert. Maintenant, il faut investir dans les bonnes infrastructures pour pouvoir tirer le plein potentiel de ce positionnement. Et au-delà de l'exportation, il y a aussi les usages locaux. Les usages locaux, on dispose déjà des fertilisants qui sont un usage très intéressant, qui fournissent une demande intéressante pour la viabilité du modèle. Mais n'oublions pas les usages industriels qui ont le double effet positif de pouvoir industrialiser le pays davantage et l'intégrer industriellement davantage. On peut agir là, par exemple, sur des instruments politiques, des instruments incitatifs et financiers qui encouragent des usages comme la mobilité verte ou d'autres usages industriels de l'hydrogène vert dans ce domaine. Après avoir plongé dans le dynamisme et les opportunités liées à l'hydrogène vert, abordons maintenant les écueils entravant l'accélération de la transition énergétique au Maroc. Car oui, malgré un potentiel énergétique exceptionnel, certains obstacles se dressent sur la route du royaume pour atteindre ses ambitieux objectifs de réduction de dépendance énergétique d'ici à 2030. Sana Hichami, quels sont les obstacles qui freinent selon vous l'accélération de la transition énergétique et comment pouvons-nous les surmonter ? Alors, pour cette question, j'estime qu'il y a un certain nombre de réponses qui ont été intégrées dans mes premières réponses. Déjà, l'hydrogène est un grand accélérateur qui permettra au Maroc de tirer le plein potentiel du plein potentiel de son énergie renouvelable, de ses ressources renouvelables plus précisément. Il y a aussi la loi sur la moyenne tension et les différents efforts qui ont été entrepris par le gouvernement marocain dernièrement, et surtout cette loi sur la moyenne tension qui est sortie et qui permettra justement le déblocage d'un certain nombre d'opportunités de décarbonation et qui permettra de verdir toute une couche industrielle de moyenne tension, dont beaucoup de business exportateurs. Il y a aussi l'industrialisation qui est un vecteur très important. Il y a une relation de toute manière dialectique entre l'industrialisation verte et entre l'exploitation des ressources renouvelables. Donc le fait de fournir des usages industriels, surtout pour la haute tension, pour justement débloquer des PPA pour les projets haute tension, est une véritable clé pour pouvoir tirer le plein potentiel des ressources renouvelables. On sait tous qu'il y a justement eu une période de ralentissement dans le développement des énergies renouvelables au Maroc qui est due à un usage industriel qui a été capé, qui a atteint justement un niveau
où la plupart des industries ont été alimentées avec les projets qui ont été développés, mais il y a encore un potentiel à saisir. Donc fournir des usages industriels à ce potentiel est, je pense, une clé intéressante pour pouvoir justement tirer le plein potentiel. Maintenant, il y a la clé de l'export qui est un usage aussi très intéressant. Et cette clé de l'export passe par la fourniture d'infrastructures intéressantes. Donc, attirer des investisseurs en industrie électro-intensive pour pouvoir miser sur le facteur de compétitivité qu'est le coût intéressant et le potentiel en énergie renouvelable, et qu'est justement la possibilité de leur offrir le label produit vert, surtout avec la proximité dont jouit le Maroc par rapport à l'Union européenne. Investir dans les infrastructures d'export pour pouvoir justement diversifier les usages et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ce qui est justement un modèle de gestion de risque en termes d'usage, s'ouvrir sur les marchés de l'électricité internationale avec les modèles intéressants, avec l'implémentation des modèles de prix adéquats, sont tous des outils qui permettront de tirer le plein potentiel et permettront d'accélérer justement la transition énergétique verte du Maroc, non seulement pour diminuer la dépendance énergétique, mais aussi cela aura certainement à la fois une conséquence positive à la fois sur l'industrialisation du pays, parce qu'il y a ce segment de l'industrie lourde qui est fortement électro-intensive et qui n'est pas encore totalement intégré au Maroc. Et je pense que l'accélération des énergies nouvelles aura un impact. Comme j'ai dit, c'est dialectique. C'est une relation à deux sens qui sera très intéressante pour pouvoir catalyser et les industries lourdes et les intégrer au Maroc, et catalyser le développement des énergies renouvelables. Et aussi, au-delà de la dépendance énergétique, il y a aussi l'ouverture sur les marchés internationaux de l'énergie. Sana Hichami, je rappelle, vous êtes Senior Investment Promotion Advisor Power Africa SAG au Tony Blair Institute. Merci d'être avec nous sur le Business Now TV Show. Passons maintenant à des sujets fondamentaux de la transition numérique, avec un intérêt particulier pour la question de la souveraineté, que nous aborderons en détail avec notre prochain invité, M. Moustapha Meloui, président de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique. Moustapha Meloui, d'abord, bienvenue. La souveraineté numérique, pour vous, Moustapha Meloui, est devenue un enjeu majeur dans le contexte d'une transformation digitale accélérée de notre pays, avec des efforts visant à renforcer la sécurité des données, la protection de la vie privée, l'autonomisation des entreprises technologiques locales et la réglementation de l'utilisation d'Internet. Moustapha Meloui, selon vous, quelles mesures le Maroc doit-il prendre pour renforcer sa souveraineté numérique et garantir la protection des données personnelles des citoyens? Alors, pour la question sur les mesures que le Maroc peut prendre pour renforcer sa souveraineté numérique et garantir la protection des données personnelles des citoyens, alors moi, en tant que président de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique, considère que si, et bien évidemment, le Maroc veut instaurer un vrai modèle, effectivement, de souveraineté numérique, il y a bien évidemment des prérequis à prendre en compte. D'abord, il va falloir effectivement renforcer l'infrastructure technologique souveraine. Et donc, lorsque je parle de l'infrastructure technologique souveraine, je parle bien sûr de l'investissement en termes de data center, bien sûr de l'usage un peu croissant de cloud souverain, bien évidemment. Donc tous ces éléments-là, de renforcer bien évidemment la démocratisation d'accès aux technologies de l'information et de la communication sur tout le territoire marocain, et renforcer et plutôt lutter contre la fracture numérique, etc., etc. Donc ça, c'est des prérequis en prime abord. Donc voilà, il va falloir renforcer l'infrastructure technologique souveraine en termes de data center, de cloud souverain et de démocratisation d'accès aux technologies de l'information et de la communication. Deuxièmement, il va falloir veiller à ce qu'on ait un capital humain, bien évidemment qualifié, qui est en parfaite adéquation avec les besoins réels du marché de l'emploi. Vous savez, aujourd'hui, les profils de data, IT, etc., ce sont des profils les plus convoités à l'échelle internationale. Et donc, le Maroc, aujourd'hui, doit s'inscrire déjà dans un plan
de formation, bien évidemment, d'un capital humain qui soit hyper qualifié et bien évidemment avec une stratégie surtout donc de rétention parce que face à cet engouement où tout le monde aujourd'hui s'arrache ces profils-là, il va falloir effectivement leur créer, hein, les former bien évidemment, mais surtout leur créer les conditions nécessaires pour qu'ils puissent bien évidemment voilà, travailler pour leur propre pays et participer dans son développement socio-économique. Donc la troisième des choses aussi, c'est favoriser l'innovation locale parce que c'est très important. Si on veut aujourd'hui faire émerger des champions du numérique au Maroc, ben voilà, il va falloir et s'inscrire dans cette démarche de souveraineté numérique. Il faut aussi qu'on soit capable, bien évidemment, d'avoir, bien évidemment, donc ces licornes marocaines, ces champions du numérique donc marocains. Donc voilà, donc ça c'est un point, il faut absolument favoriser cette innovation locale à travers plusieurs initiatives, en favorisant bien sûr l'écosystème des startups dans le domaine IT, en multipliant bien évidemment les programmes de financement bien sûr pour ces startups, bien évidemment, et voilà, donc en donnant les incitations en termes voilà donc fiscal, avantage de s'installer, etc., pour ces startups-là. Un quatrième point, bien évidemment, il va falloir donc créer, bien évidemment, un cadre réglementaire qui soit adapté et agile, parce que c'est important. Le cadre réglementaire, ça aide aussi justement à faire ce décollage, bien évidemment, vers une souveraineté donc numérique. Donc voilà, il faut qu'il y ait une évolution ensuite de cadre juridique pour qu'elle puisse bien évidemment supporter les nouvelles tendances. Aujourd'hui, on parle de la crypto-monnaie, on parle bien évidemment de la blockchain, etc., etc. Il faut que le cadre réglementaire soit aussi à jour et surtout agile pour qu'elle puisse supporter bien évidemment toutes ces innovations qui apparaissent, bien évidemment. Alors, l'autre point, bien évidemment, il faut renforcer la sensibilisation sur la nécessité de gérer la data et surtout de la protéger, bien évidemment. Et lorsque je parle de la gestion et de la data, bien évidemment, je parle de l'ensemble des institutions au niveau national, bien évidemment, pour structurer leur data et pour permettre surtout donc de s'inscrire dans cette logique d'interopérabilité entre les systèmes. Ça, c'est très important, notamment entre les administrations publiques, mais aussi sensibiliser même les citoyens à l'échelle particulière. Donc voilà, parce que l'enjeu de la data, bien évidemment, aujourd'hui, ne concerne pas uniquement les entités morales, mais toute personne physique aujourd'hui, il doit être sensibilisé sur la manière avec laquelle il gère sa data, voilà, que l'on transmet un peu via les réseaux, des fois sans réfléchir. Donc voilà pour la première question. La souveraineté numérique au cœur de la stratégie marocaine. Mustapha Mloui, président de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique, insiste sur l'importance de renforcer l'infrastructure technologique, former un capital humain qualifié et favoriser l'innovation locale pour réussir la transition digitale. Dans quelle mesure concrètement cette souveraineté, la souveraineté numérique, peut-elle contribuer à la réussite de la transition ou même à la transformation numérique du pays? La souveraineté numérique, dans quel ordre elle peut être contribuée à la réussite de la transition digitale Maroc? Moi, je pense que la souveraineté numérique, bien évidemment, c'est une démarche sine qua non et importante pour asseoir bien évidemment une stratégie de transition numérique. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est vrai que lorsqu'on parle de numérique, etc., il y a cette vocation universelle, etc., mais il y a aussi des spécificités qu'il va falloir prendre en compte en fonction de chaque pays, de sa maturité digitale, sa maturité numérique, etc. Et donc la souveraineté numérique, pour nous, c'est une démarche parallèle au développement du numérique. Parce que vous savez, c'est une problématique, même à l'échelle africaine, il y a tout un débat aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on doit commencer d'abord par le développement numérique avant de parler de souveraineté numérique? Mais nous, au sein de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique, nous adoptons une démarche qui est très simple. Parce qu'aujourd'hui, il faut certainement s'inscrire et investir davantage dans le développement du numérique. Et lorsque je parle de développement du numérique, je veux dire effectivement favoriser l'accès au niveau de technologie, voilà, augmenter le taux de pénétration à l'Internet et aux différents outils, etc., etc. Et bien évidemment, lutter contre la fracture numérique et tous ces éléments-là qui participent bien évidemment à créer, on va dire, l'infrastructure convenable pour le développement du numérique. Mais sauf que il faut surtout pas occulter la portée stratégique de la souveraineté numérique et prendre en compte donc ce volet de souveraineté numérique, voilà, en sensibilisant un peu les citoyens, les administrations, les entreprises, etc., sur l'importance, voilà, de veiller sur leur data et leur gestion, et surtout, voilà, donc sur la nécessité
voilà, de favoriser cette innovation locale pour faire émerger bien évidemment des champions du numérique au Maroc. Donc voilà, je pense que la souveraineté numérique, c'est un pilier, si on veut dire effectivement, de cet édifice-là qui est la transition numérique. Voilà. Donc, Mustapha Meloui nous éclaire sur la synergie entre la souveraineté numérique et la transition digitale au Maroc. Un double cheminement essentiel pour asseoir une stratégie numérique solide. Dans un contexte où l'IA est au cœur de cette évolution ou de cette révolution, Mustapha Meloui, comment les TIC et l'IA peuvent révolutionner des secteurs clés tels que la finance, la santé, l'agriculture ou l'industrie. Mais attention, des défis de taille qui se dressent devant le royaume pour devenir un acteur respectable de cette discipline. alors, comment est-ce que les technologies de l'information et de la communication et l'IA peuvent être intégrées dans les différents secteurs d'activité? Ben, vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une tendance aujourd'hui qu'on ne peut pas sous-estimer, bien sûr, donc sa portée pour les différents secteurs d'activité. Bien évidemment, il y a ceux qui en voient, bien évidemment, une menace pour certains métiers, parce que certainement, l'intelligence artificielle, il va supprimer des métiers, il va réinventer d'autres, il va en créer de nouveaux métiers, bien évidemment. Et je pense que c'est la logique de progrès scientifique et technologique a toujours fait que à chaque fois qu'il y ait une invention, et bien évidemment, il y a ceux qui en profitent, bien évidemment. Mais de toutes les manières, la meilleure façon disons, de profiter, bien sûr, de ces tendances-là, c'est de s'y préparer déjà pour profiter un peu de ce qu'elle offre en termes de potentialité pour les différents secteurs. Vous savez, aujourd'hui, prenons par exemple le secteur de la santé, l'intelligence artificielle, il peut être d'un atout extraordinaire. Donc voilà, vous savez, par exemple, pour détecter une tumeur, on va dire, de façon prématurée, bah, l'intelligence artificielle peut nous aider dans ce sens. Et vous voyez un peu ce que les portées, bien évidemment, intéressantes, effectivement, de ces technologies-là. Bien évidemment, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, voilà, on peut l'appliquer bien évidemment dans le domaine de l'agriculture. Bien évidemment, aujourd'hui, on parle de la gestion de la data dans l'agriculture. Bien évidemment, estimer peut-être un peu ce qu'on pourrait récolter là avec toutes les catégories, etc., etc. Et bien évidemment, dans le domaine de l'industrie, bien entendu. Donc, parce qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est que bon, à un moment donné, on parlait de la robotisation et à l'époque, c'était une révolution. Mais sauf que les robots étaient des robots qui faisaient on va dire, des tâches mécaniques routinières, etc. Mais là, on est face à des machines vraiment qui ont presque un cerveau humain et qui réfléchissent pratiquement avec la manière avec laquelle l'être humain effectivement fonctionne, etc. Et donc la force, bien évidemment, donc de ces machines-là fera que effectivement on doit et on va les utiliser bien sûr à plusieurs échelles et ça va concerner pratiquement donc l'ensemble des secteurs d'activité. Il y a aussi le secteur de l'éducation aussi, donc dont l'intelligence artificielle sera d'une grande importance. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT, etc. Et de son usage dans les contextes académiques, universitaires, etc. Et donc entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais à un moment donné, je pense il y a ces technologies-là et ces innovations-là, la meilleure façon de faire effectivement, c'est de pouvoir accompagner cette dynamique-là, voilà, et au lieu de vouloir effectivement donc voilà, paralyser son développement parce qu'on peut pas, malheureusement, on peut pas stopper le progrès. Donc voilà, il faut juste qu'on s'y adapte, qu'on soit agile de la meilleure façon possible pour qu'on puisse bien évidemment accompagner ces innovations-là. Donc voilà, pour les défis, bien évidemment, donc que le royaume doit relever en termes pour intégrer l'IA, moi je pense qu'il faut déjà commencer, bien évidemment, à faire des expériences pilotes par rapport à des secteurs d'activité. Et moi, j'ai deux secteurs d'activité donc que je souhaiterais donc que l'on met l'intelligence artificielle au cœur de ces secteurs d'activité. C'est d'abord le secteur de la santé qui est très important, bien évidemment, et le secteur de l'éducation. Voilà, ces deux volets-là, deux secteurs sociaux qui sont fondamentaux, bien évidemment, pour tout pays, pour qu'il puisse, bien évidemment, asseoir son développement à plusieurs échelles. On peut démarrer déjà, bien évidemment, à essayer, à tester des expériences dans ce sens pour qu'on puisse, bien évidemment, profiter des potentialités que peut offrir, bien évidemment, l'intelligence artificielle pour notre pays. Merci beaucoup, Mustapha Meloui, d'avoir accepté notre invitation du Business Now TV Show. Maintenant, passionnant et essentiel, nous allons plonger dans les enjeux cruciaux de l'agriculture en Afrique. Pour éclairer ce sujet vital, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités experts, interviewés par Rim Bouchama. Tout d'abord,
Madame Marie-Françoise Rosel, cadre d'appui au projet PAP-MAV au ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun. Ensuite, nous aurons le privilège de recevoir Monsieur Mambundu Wenceslas, directeur général de Agriver et ancien conseiller stratégique au ministère du Pétrole et des Hydrocarbures du Gabon, qui nous fera part de son expérience sur le terrain. Ensemble, nous allons explorer les opportunités et les défis qui se dessinent pour l'agriculture africaine. Marie-Françoise Rosel, Mambundu Wenceslas, bienvenue au Business Now TV Show. Rim, c'est à toi. L'agriculture est aujourd'hui considérée comme l'un des piliers fondamentaux sur lesquels repose notre civilisation depuis des milliers d'années. C'est pourquoi il est crucial que tous les gouvernements prennent au sérieux l'importance de ce secteur vital pour assurer la sécurité alimentaire, la croissance économique ou même le développement durable de n'importe quel pays. Comment les initiatives gouvernementales visant à stimuler l'agriculture au Cameroun, telles que les investissements dans les infrastructures ou même les partenariats publics-privés, peuvent-elles contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés rurales en Afrique? C'est la question que nous allons aborder avec Madame Marie-Françoise Rosel. Madame Rosel, merci d'être avec nous sur le Business Now TV Show. Bonjour à toute l'équipe de Now on Top Stories. Je me nomme Marie-Françoise Rosel Ngobanek et je suis ici sur la demande de Monsieur Quinzon Pierre Empêché. Déjà, je vous exprime toute ma gratitude pour la participation à ce premier épisode de Now on Top Story. Maintenant, pour revenir aux différentes thématiques retenues, je dirais que le FAM au Cameroun est porté par le groupement interparconal du Cameroun GICAM, avec pour objectif de contribuer à l'indépendance alimentaire du Cameroun. Sur un total de 662 idées de projets enregistrées par le GICAM, il y a une présélection de 138 projets sur la base des critères relatifs à la taille des projets et de leur état de maturité. Dans le cadre des échanges de la transparence sur les marchés agricoles et du renforcement de la production locale durable, l'initiative européenne FARM a présélectionné 138 projets relevant des 5 secteurs prioritaires retenus dans l'agriculture et l'élevage. Comment voyez-vous, Madame Rosel, cette initiative qui soutient les projets portés par des entrepreneurs locaux? Je dirais qu'il s'agit d'une excellente initiative. Il est en effet évident qu'un projet ne peut réellement impacter une localité que s'il est porté par les locaux qui, en haut cateau, connaissent parfaitement les réalités socio-économiques des populations locales. Les projets sont ainsi élaborés pour répondre objectivement aux problèmes rencontrés sur le terrain. Et quel est votre sentiment sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance des communautés rurales en Afrique, en prenant en compte bien sûr les défis économiques, environnementaux et sociaux propres à la région? Comme réponse, je dirais, il va de soi que le FAM est suffisamment outillé pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance des communautés rurales qui serviront de site aux projets qui finalement seront retenus. En réalité, le Cameroun tout entier continue de subir les conséquences de la fluctuation des prix des produits alimentaires à l'international, provoquée par les événements tels que la pandémie à Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. En outre, si les secteurs de l'agriculture et de l'élevage du Cameroun disposent aujourd'hui des atouts tels que la maîtrise des technologies ou la disponibilité des sites, ils sont depuis plusieurs années confrontés aux différents défis que sont le manque de financement, l'insuffisance ou l'indisponibilité des intrants, le manque des équipements. Le FAM viendra ainsi contribuer à solutionner ces différents problèmes. Il est donc clair que le FARM jouera un rôle crucial dans la résolution de ces problèmes cités, disposant des ressources nécessaires pour améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés rurales impliquées dans les projets. Parlons maintenant des partenariats que votre pays a établis pour aborder ces défis et réaliser ces objectifs en matière de développement.
Alors le Cameroun a pris part au Salon international de l'agriculture de Paris 2023, se déroulant du 25 février au 5 mars sous le thème L'agriculture, notre quotidien, votre avenir. Une opportunité d'affaires et de partenariat afin de susciter la capitalisation des bonnes pratiques, le transfert de connaissances et même la mobilisation des partenariats. Pourriez-vous, Madame Rosel, nous faire part de votre analyse des défis actuels du marché qui peuvent affecter la mise en œuvre des partenariats et des projets agricoles dans le pays? Comme réponse, je dirais que cette question peut être analysée à deux niveaux, que sont le climat des affaires actuel au Cameroun et les principaux défis auxquels peuvent être confrontés les projets agricoles. Concernant le climat des affaires impliquant d'éventuels partenariats, il existe actuellement deux grands défis. Le premier défi est la situation politique et socio-économique marquée par l'insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les régions du Grand Nord. Le deuxième est la fiscalité caractérisée par l'instabilité du système fiscal et des motifs des redressements fiscaux, les pénalités et amendes fiscales, le taux d'imposition fiscale et la multiplicité des contrôles de l'administration fiscale. Quant aux problèmes liés à la mise en œuvre des projets peuvent être cités les changements climatiques, les problèmes fonciers, les difficultés d'accès au marché, les difficultés d'accès aux intrants et équipements, l'insuffisance d'investissement dans le secteur, la faible organisation des acteurs et le faible accès des petits producteurs au crédit, et enfin, la faible prise en compte de l'aspect genre dans l'élaboration des projets agricoles. Toujours dans un contexte de partenariat, l'engagement du programme PAN commerciaux arabo-africain pour créer une plateforme permettant aux entreprises arabes et africaines de collaborer a été au centre de la 3e édition des rencontres acheteurs-vendeurs dans le secteur agroalimentaire et produits dérivés, tenue récemment à Casablanca. Selon vous, quelles sont les mesures concrètes que les pays arabes et africains peuvent prendre pour renforcer leur coopération économique et favoriser la croissance et la prospérité de leurs économies respectives, en mettant en place des politiques et des programmes adaptés aux besoins et aux capacités des pays de la région? À ce niveau, je dirais que la réponse que nous avons ici, c'est que nous savons que le mandat du programme AATB est de promouvoir l'intégration économique régionale entre les deux régions et de renforcer le développement des exportations des PME dans des secteurs clés. Par ailleurs, ce programme devrait faciliter les projets d'intérêt commun comme la poursuite des opportunités de croissance économique entre les entreprises des deux régions. Aussi serait-il bénéfique que certains préalables soient respectés. Il s'agit notamment de l'assainissement de l'environnement des affaires dans les régions concernées, le renforcement des capacités des entrepreneurs, l'appui financier des entrepreneurs, l'amélioration des barrières douanières et autres, l'amélioration des circuits de transport. Ainsi, arrivé à ce niveau, je dirais déjà merci au panel, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, et je peux vous dire que j'ai fini de faire le tour des 3 thématiques. Merci à vous et certainement à très bientôt. Madame Marie-Françoise Rosel, merci encore pour votre contribution à notre programme Now on Job Stories ainsi que votre partage d'expertise. Je suis ravie de poursuivre cette discussion toujours sur l'agriculture avec Monsieur Mambundu Wenceslas qui apportera sans aucun doute un nouvel éclairage sur l'agri-trade, la modernisation et la numérisation de l'agriculture. Monsieur Wenceslas, merci d'être avec nous sur le Business Now TV Show. Dans le cadre du développement de la stratégie d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, l'État gabonais et le groupe indien AOM ont signé le 1er février à Libreville un contrat portant aménagement de la zone agricole à forte productivité. Quelles sont selon vous, Monsieur Wenceslas, les mesures que les gouvernements peuvent prendre pour promouvoir la création et le développement de la ZAP en Afrique afin d'améliorer la productivité, la rentabilité et la durabilité de l'agriculture dans la région? Il faut d'abord souligner que dans le cadre de sa stratégie agricole, le gouvernement gabonais a mis en place 5 zones agricoles à forte productivité. Évidemment, ces 5 zones répondent à un souci de développement de l'agriculture, puisque vous savez que nous importons
pour près de 400 milliards de denrées alimentaires, ce qui constitue donc un déficit sur le plan de notre balance commerciale. Nous pensons que la mesure qui a été prise par le gouvernement gabonais de mettre en place les zones agricoles à forte productivité est une mesure salutaire pour l'ensemble de nos agriculteurs, mais aussi pour tout investisseur qui souhaite évidemment s'installer dans le domaine agricole au Gabon. Nous pensons que les mesures qui doivent être prises pour mieux promouvoir la création et le développement de ces ZAP, la première mesure doit être évidemment la sécurisation du foncier. Vous le savez aussi bien que moi, qu'aucune agriculture ne peut se développer si le foncier n'est pas sécurisé. Aucun investisseur ne viendra au Gabon s'il doit investir dans une zone agricole à forte productivité et que ce foncier n'est pas sécurisé. Ce foncier est d'autant plus important pour les nationaux également, pour les entreprises gabonaises, parce que grâce au foncier, ils pourront évidemment lever du financement. La deuxième mesure qui me paraît fondamentale pour favoriser et promouvoir la création et le développement, c'est l'aménagement même de la zone. Et quand nous parlons d'aménagement, il faudrait évidemment qu'il y ait une accessibilité dans la zone, qu'il y ait de l'énergie et qu'il y ait de l'eau. Ce sont, de mon point de vue, les trois mesures fondamentales à ajouter et qui me paraissent importantes pour développer ces zones à forte productivité. Maintenant que nous avons exploré ces différentes mesures gouvernementales, je voudrais aborder un sujet qui prend de plus en plus d'importance et qui est la numérisation et la modernisation de l'agriculture. Alors le big data, le cloud et les outils numériques dans l'optimisation de l'agriculture constituent les nouveaux fondements de l'innovation agricole. L'élaboration d'une stratégie digitale est certainement la réponse à de nombreuses problématiques pour les agriculteurs. À votre avis, quels sont les défis auxquels sont confrontés les agriculteurs africains dans l'adoption et l'utilisation des technologies d'information et de communication dans leurs activités agricoles? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous passer du numérique, quel que soit le domaine. Le numérique n'est pas réservé, de mon point de vue, uniquement à des secteurs particuliers. Aujourd'hui, même le plus petit des agriculteurs peut utiliser le numérique pour pouvoir développer sa production, pour pouvoir suivre sa production agricole, pour pouvoir rechercher de la clientèle. Or, comme vous le savez bien, dans plusieurs pays africains, nous sommes confrontés à cette accessibilité du numérique. Parce que tout simplement, les moyens de communication, particulièrement les communications, ne sont pas partout présents de façon équitable sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut que les entreprises, toutes ces entreprises qui sont spécialisées dans la téléphonie, puissent se développer sur l'ensemble des territoires, je voudrais dire, afin de favoriser une accessibilité plus accrue de l'ensemble des citoyens à ce système aujourd'hui, ce que nous appelons le numérique. La deuxième chose qu'il faut faire dans le cadre des activités agricoles, et particulièrement pour pouvoir intéresser davantage les agriculteurs au numérique, il faudrait les former. Il faudrait les former à l'utilisation du numérique. Parce que si nous ne les formons pas, ils ne trouveront pas l'intérêt que peut apporter le numérique dans le développement de l'agriculture. Pour nous, qu'aujourd'hui, il existe déjà dans plusieurs pays des modèles qui ont été mis en place. Il existe déjà donc une utilisation du numérique dans l'agriculture. On pense qu'il faut se servir de toutes ces méthodes, de tous ces moyens, ces modèles qui ont été mis en place pour pouvoir les véhiculer, pour pouvoir faire en sorte que ces modèles puissent s'exprimer partout en Afrique. Donc, la responsabilité appartient, de mon point de vue, au gouvernement de prendre les politiques publiques ici pour développer le numérique dans l'ensemble de la société et particulièrement auprès des agriculteurs. Toujours dans l'élaboration des stratégies, le Gabon a élaboré une stratégie de substitution des importations qui devrait finalement permettre au pays de réaliser son ambition de réduire de 50% ses importations à l'horizon 2025 et d'exporter des produits alimentaires, notamment dans la sous-région CEMAC.
quel est votre sentiment par rapport à la réalisation de ces stratégies et quelles sont les principales contraintes à l'expansion de l'agriculture du pays et comment les différentes parties prenantes peuvent-elles promouvoir la croissance et la durabilité de ces secteurs, surtout pour contribuer à la diversification économique et à la réduction de la pauvreté? Il y a un an, on va dire, le gouvernement a pris une décision, le gouvernement gabonais particulièrement, a pris une décision stratégique importante, celle de réduire les importations de 50% à l'horizon 2025. Mais dans ces stratégies de réduction des importations, ce qu'il est important de comprendre, c'est que le gouvernement a pris un texte qui va permettre ou qui oblige, on dira, les entreprises importatrices donc de produits agricoles à pouvoir s'approvisionner sur le marché local. Nous pensons que cette mesure gouvernementale est déjà la première réponse au développement de l'agriculture sur le plan local. Parce qu'il faut le rappeler que nous avons quand même une agriculture embryonnaire, nous avons quelques personnes qui s'y intéressent à l'agriculture, mais il y a eu beaucoup de récriminations qui ont été faites auprès donc de la plupart de ces grands groupes qui sont dans le domaine agroalimentaire, que ces entreprises ne s'approvisionnaient pas sur le marché local. Nous pensons qu'avec une telle mesure qui a été prise par le gouvernement d'imposer qu'une partie de leur approvisionnement se fasse sur le territoire national, ça permettrait, de mon point de vue, de réaliser cette ambition très rapidement de 50%. Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Si nous voulons réduire les importations, il faut une politique adaptée au développement agricole. Et la première réponse qui a été donnée par le gouvernement, c'est la mise en place des AP. En plus, il faut des mécanismes de financement pour appuyer le petit producteur, pour appuyer l'entrepreneur agricole, parce que sans ces mécanismes financiers, évidemment, il n'est pas possible de pouvoir répondre aux besoins des agriculteurs. Parce qu'il faut savoir que les banques actuelles ont du mal à prêter de l'argent à ces agriculteurs-là ou à ces PME gabonaises qui s'essayent dans le domaine de l'agriculture. Donc, je pense que cela me paraît un élément fondamental, une hypothèque à lever, si on veut faire en sorte que nous atteignions ces objectifs d'importation d'ici 2025. Cela, ce n'est pas une utopie, c'est réalisable. Il suffit simplement de s'approprier ou de mettre en place les meilleurs mécanismes possibles. Il suffit simplement qu'il y ait d'abord de la volonté du leadership au niveau gouvernemental. Et il faudrait aussi, ce qui me paraît important et qui hypothèque notre agriculture, c'est l'accès aux sources de production. Donc, il nous faudrait développer les voies de communication. Il faudrait qu'il y ait des pistes agricoles qui permettent d'aller chercher le produit là où il est produit pour que l'agriculteur puisse se destiner uniquement à la production et que d'autres prennent le relais pour la commercialisation. Donc, cela me paraît fondamental. C'est une stratégie qui est réalisable. Elle n'est pas insurmontable. Et nous pensons que le marché gabonais, lorsqu'on regarde le niveau de ces importations qui se situe auprès de 400 milliards, autour de 400 milliards de francs CFA, ça montre que c'est un marché dynamique et on peut bien substituer les importations par une production locale, pourvu qu'évidemment que ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire les mécanismes outils de financement, l'accessibilité aux lieux de production, l'énergie, soient au rendez-vous afin de permettre évidemment aux entrepreneurs ou aux agripreneurs de pouvoir s'investir pleinement dans la production agricole. Voilà un peu ce qui me paraît important, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que l'agriculture est un vivier important en termes d'emploi, et le gouvernement gabonais l'a très bien compris, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement en a fait, dans le cadre donc, de sa politique, en a fait une priorité importante, celle de faire en sorte que l'agriculture participe à la diversification de l'économie gabonaise, mais aussi qu'elle soit productrice de ressources financières. Donc je pense que cela est une bonne chose sur le plan de la croissance, parce que si nous investissons davantage dans la croissance et dans le développement de l'agriculture, évidemment nous allons promouvoir et créer plus d'emplois dans ce secteur, et nous allons pouvoir résoudre les questions liées donc au chômage, les questions liées à la pauvreté, parce qu'évidemment lorsqu'on est dans ce domaine agricole, c'est aussi une forme donc de réduction de revenus, puisque les gens auront des revenus qui leur permettront évidemment de faire face à l'ensemble donc des besoins essentiels.
Donc voilà ce qui me paraît important de souligner à ce niveau-là, que cette stratégie n'est pas instrumentale, elle est ambitieuse, oui, mais on est capable de la réaliser pourvu qu'il y ait la volonté et qu'on y mette du sien dans tout ce qui va être fait au niveau du gouvernement. Monsieur Mambundu Wenceslas, merci encore pour votre participation à notre programme Now Top Stories. Vos idées et votre expertise ont grandement enrichi notre discussion. Maintenant que nous avons exploré en détail le sujet de l'agriculture africaine, passons avec Monsieur Haytham Elhi à un autre domaine tout aussi captivant et qui est la réalité augmentée. Une technologie révolutionnaire qui ouvre de nouvelles perspectives et possibilités passionnantes. Monsieur Haytham, merci d'être avec nous au Business Now TV show. Augmented reality is a technology that enhances the real world with virtual elements, such as 3D models, videos, and images. This technology is rapidly growing and has the potential to revolutionize many industries, including education, entertainment, and marketing as well. And today, we have with us Haytham Ilahi, Business Development Manager at Herodot Studio. Thank you so much, Haytham, for accepting our invite to be on the Not on Top Stories program and to share with us your expertise and knowledge about this technology. Hello, Morocco. Very happy to be here on the show. My name is Haytham Ilahi. I'm a business developer from a gaming startup in Tunisia. We're very passionate about augmented reality, but also about making mobile games. We had just launched our first mobile game called Smiq. You can find it in all stores, and also you can find more information about that in our socials. Getting back to business now. So, I'm very happy to be participating in this program, Now on Top Stories, from the initiative Morocco Can Succeed of the Business Now TV show. So we will be answering some questions together, and I'll be trying to give my insight on said question. Thank you so much, Haytham, again for accepting our invite, and we'll be starting with the first question. So augmented reality has the potential to change how we interact with the world and with each other. And there is a risk that it could lead to decreased empathy and increased social isolation as people become more focused on their augmented reality experiences than on their real-world interactions. So what do you recommend to balance the use of augmented reality with hands-on learning experiences? So really the thing about augmented reality that it is a very fascinating technology that has really the potential to revolutionize how we interact with the world around us. However, as it is with any new technology, there is concerns about how it will impact us and our society. So one of the most commonly discussed issues is the risk that it could lead to decreased empathy and increased social isolation, as people might become more focused on their augmented reality experiences than on their real-world interactions. But in order to address this risk, it is also very important to balance the use of augmented reality with hands-on learning experience. We can really use the experience to have some amazing learning touch points, but we really also need to learn how we can balance that. So for example, students could use augmented reality to explore a virtual laboratory, but they could also have opportunities to conduct experiment in a physical lab. And this is just like one broad aspect of it. You can use augmented reality in practically anything, but just to showcase a certain experience, to live something in certain guidelines, and then you can conduct the rest of your experience in the physical world. And by striking this balance, students can benefit from both types of experience. Sometimes you might not have the means to live a certain thing, but you can actually use this technology to provide a similar context to it. It is also important for educators and parents to monitor and guide children's use of augmented reality. This could include setting limits on screen time, ensuring that children are using age-appropriate apps, and promoting responsible use of technology. And I think that is something that we can achieve by working together, that we can ensure that augmented reality is used in a way that can benefit our society as a whole. So I think that summarizes for me that we should acknowledge the potential risk associated with the increased use of augmented reality, but also the importance of balancing this use, because it can give us some amazing hands-on learning experiences for everyone. Thank you so much, Haytham, for your answer, and I definitely do agree with you. Augmented reality is a really fascinating technology that needs to be handled with balance if we want our kids, the future generations, to excel in their studies. And speaking about studies, education systems became the main focus of augmented reality, but it's important to understand how it benefits
align with the broader goals of the traditional learning system, and how you plan to stay ahead of the curve. So, in your opinion, what are the most important benefits of using augmented reality in education, and how do these benefits align with the goals of the education system? Now, for our second question, I think it's very, very important that we try to talk about the benefits of using augmented reality in education. So, let's start by saying that augmented reality has really enormous potential for enhancing education in a variety of ways. For example, it can help to engage students by providing them with interactive, immersive experiences that can make learning more fun and engaging, but it can also facilitate hands-on learning experiences, allowing students to explore complex concepts in a more intuitive and interactive way. And that is the beauty of this technology. Like, these benefits align well with the broader goals of the educational system, which include preparing students for future careers and fostering critical thinking skills. So, by providing students with engaging hands-on learning experience, augmented reality can help to prepare them for the challenge of the 21st century. And that is really a thought to think about. We're already seeing some exciting examples of how augmented reality is being used in education, such as virtual field trips and immersive language learning experience in the future. And we can expect to see even more innovation in this field with new applications and technologies that further enhance the educational experience. Of course, there is still much to be learned about how augmented reality can best be used in education, and continued research and development in this field is essential. But by working together also, we can start sharing our insights and experiences, and we can continue to unlock the full potential of augmented reality in education. And that starts by first taking the step or taking the initiative that can reflect how we are trying to learn from this whole experience together as a society, and trying to regulate it and balance it in the best way possible for the young generation to take it further. Thank you so much, Haytham, again for your answer, and I definitely do agree with you. Augmented reality is an engaging technology that provides you with interactive experiences and immersive learning experiences. So in that context, the revolution in augmented reality features is that it has the potential to bring subjects to life and make them more engaging for students. So in this question, we'd like to hear more about a concrete example of how you've used augmented reality to enhance the learning experience of your customers. So can you tell us more about HistoWorld and how this app used augmented reality to bring a subject to life and make it more engaging for people? Okay, so moving on to maybe some concrete examples on how can we use augmented reality to enhance learning experience. Like I said, in Herodot Studio, we're very, very passionate about this technology. We have started working with it in 2018, where we created our first application, which was called HistoWorld. So HistoWorld is a great example of how augmented reality can enhance the learning experience for people. So by using this technology, we were able to create an immersive experience that allows users to step back in time and learn more about history in a unique and engaging way. So it was about diving in an immersive experience that teleports you back in time, enabling you to live an experience with the main historical character of a site or a monument. And our first experience took place in l'avenue Mtar Habib Bourguiba في Centre-Ville, في تونس. And your guide is a great and well-known philosophical mind, Ibn Khaldun. So as you walk through the streets and you follow him, you'll learn more about important aspects of its history. And for me, I think by bringing history to life in this way, you can trigger that flame, or you can trigger really that interest in the subject, and then people can dig more into it. And this is the whole point about balancing. For example, maybe young people are not really engaged to learn more about history, but if you can make history engaging and fun, then they will, and you can include resources, then they will have maybe an interest to dig deeper in books or to dig deeper in other resources. And that was the whole idea behind this project. So it was able to make it more engaging and accessible to a wider audience of younger people. And it provided a unique way to learn about history that is not only fun and interactive, but also informative and educational. And this is just one example of how augmented reality can be used to enhance the learning experience for people. And there is many, many more possibilities to explore in the future. So I really ask you to think about this in the future and think about how can we as young people really thrive from this technology. How can we balance it? How can we use it in the right way? We remain at your disposal as Herodot Studio for any of your questions, for any of your projects. We're very
like I said, we're very passionate about it. And yeah, thank you so much for having us. And if you would like to be informed about any of our future projects, I will leave our socials. And thank you so much for having us. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce premier épisode passionnant et palpitant de Now on Top Stories, où nous avons plongé au cœur des enjeux majeurs de l'énergie verte, de l'agriculture en Afrique, de la souveraineté et du numérique. Nous avons eu l'honneur d'accueillir des experts de renom qui nous ont éclairés sur ces sujets cruciaux. Mais rassurez-vous, notre aventure ne fait que commencer. Car dès maintenant, j'ai envie de vous présenter en exclusivité les programmes fondamentaux de cette première saison, baptisée Morocco Can Succeed, du Business Now TV Show, qui est aussi une initiative publique-privée, avec des programmes qui traitent en profondeur les sujets de la transformation numérique, la transition énergétique et alimentaire, la compétitivité des PME, l'émergence industrielle et d'autres sujets économiques globalement du continent africain, continent plein de promesses et de talents qui sont prêts à façonner l'avenir. Vous trouverez l'ensemble des programmes scientifiques, les séquences courtes, les interviews intégrales et les full épisodes sur notre site internet businessnow.tv. Chaque épisode sera une véritable pépite d'information et d'inspiration pour les décideurs, les entrepreneurs et tous ceux qui ont le goût du challenge. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dès le prochain programme pour une nouvelle dose d'actualité et de décryptage des grands enjeux économiques. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, restez toujours informés et inspirés. Merci à tous et à très bientôt sur le Business Now TV Show.